Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Alors au sommaire de la quotidienne aujourd'hui, je vous propose d'aller en province nord, plus précisément donc à Canala. Là-bas donc nous nous intéressons aux stagiaires donc de l'ENEP, donc les futurs instituteurs. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job Éducation. Ensuite donc nous nous intéressons au pain traditionnel aujourd'hui où donc l'on préconise de manger bio. Et bien à l'époque donc manger bio se faisait naturellement. On en parle avec Duke Menango dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Et enfin pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui on parle du cardiologue. Mais avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour Dominique Chauveau, vous êtes le directeur général du CHT. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, bonjour. Alors on est là un peu pour aborder un peu plusieurs sujets. D'abord donc ce partenariat que vous avez, donc une convention plutôt qui a été signée avec le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. On va parler d'autres sujets par la suite, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ce partenariat? Je pense que ça concerne aussi les formations du personnel. Tout à fait, donc c'est un partenariat qui est déjà extrêmement ancien puisque en fin de compte Bordeaux gère les internes, c'est-à-dire les médecins en formation qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Donc ils nous envoient une vingtaine d'internes tous les 6 mois et cette convention est déjà très ancienne entre la Nouvelle-Calédonie, l'État et le CHT. Mais là on a tenu à s'adosser à un grand frère, à un grand CHU qui était notre partenaire traditionnel pour pouvoir améliorer la qualité de nos soins et améliorer la formation. Donc, d'un point de vue de la qualité des soins, ils peuvent nous envoyer des professeurs d'université à Nouméa qui vont faire des consultations très spécialisées, comme en génétique ou comme en chirurgie pédiatrique ou en anesthésie pédiatrique. D'accord. Et justement, ils peuvent aller se former en France et revenir faire des stages ici comment ça se passe? Parfois, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs ou des médecins du CHU qui vont venir à Nouméa pendant une semaine faire des consultations. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et nous, on peut aussi envoyer dans la convention, on prévoit d'envoyer des professionnels se former ou améliorer leurs compétences au niveau du CHU. D'accord. Alors d'autres sujets qui nous attendent aujourd'hui, c'est la saturation des lits avec justement l'intersyndical. Alors comment vous êtes penché sur cette question? Alors c'est un problème qui est ancien, mais dont l'acuité augmente d'année en année. Nous attendons le Medipôle avec impatience, qui sera notamment une des grandes solutions par rapport à notre saturation. Nous sommes le seul établissement de référence et nous accueillons notamment énormément d'urgences et des urgences graves. Donc c'est la raison pour laquelle l'hôpital est saturé et les médecins et les paramédicaux nous ont alertés et ont alerté le gouvernement. Alors justement, vous parlez du Medipôle. Comment avancent les travaux? Est-ce que justement le Medipôle va être ouvert à peu près en 2015, c'est ça? En 2016. En 2016, voilà, en 2016. Alors, si tout va bien, comment avancent les travaux? Alors les travaux avancent bien, la livraison est prévue pour le début de l'année 2016, avec une mise en service du premier patient en novembre 2016, parce qu'on a beaucoup d'installations à faire, de préparation à faire. Ça fait de nombreuses années que nous préparons l'ouverture. En organisation, nous avons des groupes de travail pluriprofessionnels qui étudient les nouvelles organisations et l'adaptation de l'activité au sein du Medipôle. Alors, ce qui veut dire que justement les urgences vont être bien gérées, parce qu'on sait que beaucoup de plaintes sont faites par rapport aux urgences au CHT Gaston Bourret. Alors les urgences... Et d'ici là, est-ce qu'on va bien s'organiser au niveau des urgences? On s'organise déjà depuis longtemps, on continue à améliorer notre organisation. Le chef de service des urgences a présenté des modalités d'organisation pour améliorer le flux patient. Nous avons mis un médecin d'accueil et d'orientation qui permet d'accélérer les flux. Pour autant, l'hôpital est plein et souvent les patients attendent des lits. Donc nous améliorons notre efficacité pour diminuer cette attente. Et on se plaint aussi également du manque de personnel. Là, vous dites que c'est réglé, cette histoire. Alors, le manque de personnel, on peut toujours faire plus au niveau du personnel, c'est normal, parce que les personnels ne sont jamais satisfaits du travail qu'ils font, parce qu'ils voient toute la souffrance, toutes les pathologies qu'ils ont, tous les patients qu'ils ont à prendre en charge, et veulent toujours pouvoir donner plus. Donc on a un taux d'encadrement de personnel qui est correct. Pour autant, on a un grand travail d'organisation à faire, et le Medipôle, en augmentant sa capacité en lit et l'offre de soins, va aussi augmenter le personnel. Alors justement, on parle encore du Medipôle, la réorganisation justement des services. Est-ce que justement ça va, on va dire, pallier les problèmes, comme par exemple ces erreurs, on va dire des erreurs comme par exemple celui qui a été sur la jeune Yorika Bouédaou. Donc est-ce que justement ce genre de problème ne va plus arriver? Donc... dire qu'on aura zéro problème et zéro accident
ce serait extrêmement prétentieux de ma part de le dire. Nous travaillons en permanence pour éviter les accidents, pour améliorer la sécurité. Nous le faisons déjà depuis de nombreuses années. La semaine prochaine, nous avons des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé qui vont venir évaluer l'établissement, notamment dans ses procédures de sécurité. Nous avons fait déjà des progrès énormes, nous continuons à en faire et nous devons continuer à en faire. Notre travail, c'est d'améliorer en permanence la qualité des soins. Est-ce que la considération entre les patients du Nord et de Nouméa ou des îles Loyauté seront, on va dire, les populations vont être soignées de la même manière? Parce qu'il y a des gens du Nord qui se plaignent quand même en arrivant ici, qui sont moins, on va dire, considérés que... Non, je crois pas. En revanche, on a une responsabilité sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est certain. Nous travaillons avec le centre hospitalier du Nord pour lequel nous assurons l'obstétrique, c'est-à-dire nos médecins gynécologues obstétriciens assurent la prestation médicale au centre hospitalier du Nord. On a des projets en chirurgie, nous avons des projets en anesthésie. On essaye de monter avec le centre hospitalier du Nord une communauté, c'est-à-dire de pouvoir collaborer étroitement pour que les patients soit du Nord comme des îles soient pris en charge avec le même niveau de qualité, compte tenu quand même de l'éloignement. Alors, si le Medipôle va ouvrir en 2016, on va dire 60 000 passages aux urgences, 300 000 consultations, vous me corrigez si c'est faux, 40 000 hospitalisations, donc ce qui demande du personnel supplémentaire. Donc, comment ça va se passer cette formation? Alors, nous avons déjà anticipé donc, la montée en charge des personnels. Nous travaillons avec l'Institut, l'IFPSS depuis de nombreuses années afin d'augmenter les quotas d'étudiants. J'ai demandé à l'IFPSS d'augmenter les promotions d'aides-soignants parce que nous aurons besoin d'aides-soignants supplémentaires. Le rythme actuellement de formation des infirmiers est tout à fait correct et permet de répondre aux besoins. Alors, qu'allez-vous faire justement des bâtiments du CHT Gaston Bourré après que le Medipôle soit ouvert? Alors, plusieurs options. Il y a le centre Magenta et le centre Raoul Follereau qui seront vendus. On est en train de rechercher, de faire des appels à projets avec parce qu'auprès des collectivités qui pourraient faire des actions sur un centre de long séjour ou de la promotion immobilière. Pour l'instant, je n'ai pas encore présenté à mon conseil d'administration, mais je vais le faire au mois de décembre pour signer une assistante à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à valoriser le patrimoine de Raoul Follereau et Magenta. Gaston Bourré, c'est un site emblématique de Nouméa et de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas se permettre, nous CHT, nous sommes un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, donc ce sera la Nouvelle-Calédonie de décider de l'avenir de l'hôpital Gaston Bourré. Alors pour terminer cet entretien, est-ce qu'on peut dire qu'en 2016, tout sera réglé au niveau de la santé? On peut dire qu'ici, il y a beaucoup de maladies comme le diabète, comme justement, on va dire beaucoup de maladies. Donc est-ce qu'on va dire en 2016, tout sera réglé avec ce Medipôle, même du côté des urgences? En matière de santé, on ne règle pas tout. Plus on améliore la santé des Calédoniens, plus ils vieillissent et plus ils vont présenter de nouvelles pathologies. C'est la rançon de notre travail. Pour autant, on va améliorer la sécurité des soins. On va surtout améliorer les conditions hôtelières et les conditions de travail. C'est-à-dire que les Calédoniens auront un bel hôpital, des plus modernes qui soit, et qui permettra de les prendre en charge avec de la qualité des soins, de la sécurité et quand même du confort. Voilà, donc Dominique Chevaux, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina. Ça va Elise? Ça va très très bien. Ça se voit. Bonjour à vous à la maison. J'espère que tout comme Elise, vous allez bien. Oui, on va très bien, n'est-ce pas? Vous à la maison. Bah oui, c'est sûr. Donc on va commencer tout de suite en parlant de la Noël, Elise, si tu veux bien. Oui, c'est Noël. Non, pas encore, mais très bientôt. Et notamment du côté de Koumak, tu sais, il y a la mairie qui met en place l'arrivée du Père Noël pour le 24 décembre. Donc il est demandé aux parents qui souhaiteraient que leurs enfants aient un cadeau du Père Noël de Koumak, de s'inscrire au préalable. Moi aussi, je veux un cadeau du Père Noël de Koumak. Mais tu pourras pas, Elise, en fait, c'est que pour les enfants de Koumak et puis ceux qui ont entre 0 et puis qui vont jusqu'à la classe du CM2. Donc, tu es un peu trop grande, pour pas dire trop vieille. Donc, voilà, il faut aller s'inscrire du côté de la mairie. Les inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 28 novembre. Chers parents, n'hésitez pas à aller du côté de la mairie. Et puis, pour ce qui concerne le programme, je vous l'annoncerai bien sûr en temps et en heure dans un prochain agenda.
Bon, ben, tu vas remplacer le Père Noël de Koumak, tu vas Si m'offrir tu un veux. cadeau. Et en attendant, on parle du Kiwanis Club Ralia. C'est ça, on parle du Kiwanis Club Ralia de Koumak qui organise, elle, un concours de belote afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il faut vous inscrire par téléphone au 42 49 13. Ce concours aura lieu le samedi 6 décembre à partir de 13h. Et ça se passera donc chez Elisabeth et Henri à Panouna. Voilà, donc et pour continuer de Koumak, on va prendre l'avion et on va à Lifou cette fois-ci. C'est ça, Elise, on parle du festival Akawan Wenekuka, donc le Festawe. Vous avez compris, hein, c'est juste une petite feinte pour festival. Fest pour festival, A pour Akawan et We pour Wenekuka. C'est juste pour faire un petit clin d'œil aux jeunes de Lifou, hein, qui aiment bien donner des petits surnoms un peu à tout, donc entre eux, aux tribus, etc. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil du comité organisateur. Mais à part le nom, rien ne change. En fait, c'est toujours un moment de rencontre et de partage autour de ces 3 journées qui auront lieu, je vous le rappelle, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre du côté de Rodje à Lifou. Voilà, de Rodje à Lifou. Et il y aura des invités, je suppose, des groupes de musique. C'est ça, Elise. Il y aura des danseurs, avec des danseurs de Lille qui viendront donner quelques petites prestations. Il y aura des groupes de danse de Touo, des groupes de danse tahitiens aussi qui viendront pour l'occasion. Il y aura la présence de chanteurs de Lille. Il y aura aussi des visites qui seront proposées. Et puis, comme je disais, de la musique avec un certain nombre d'invités, notamment, je pensais à Gayulaz, à Sejika, Edu qui sera là aussi, le groupe Kalangala ou encore Boagan. Puis il y aura même un groupe du Vanuatu qui sera là, donc c'est Stan and the Heart Force qui seront là pour l'occasion. Voilà, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont du côté de Lifou, n'hésitez pas à aller justement assister à cet événement qui se passe, je vais le répéter, le vendredi 21, le samedi 22 et le dimanche 23 novembre. Quant à nous, on continue avec une information, on revient sur la Grande Terre, on va en province. C'est ça. On va en province nord et on parle d'une petite info qui nous vient de la direction des sports et des activités socio-éducatives. Elle s'adresse aux associations ainsi qu'aux établissements scolaires qui souhaiteraient pouvoir bénéficier des subventions pour l'année prochaine. Donc sachez que les adresses ont changé. Elles sont les suivantes selon les secteurs. Donc si vous souhaitez avoir une subvention en matière de sport, il faudra donc taper DSASE, donc pardon, sub, sport, province nord, non, pardon, je recommence, DSASE, sub, sport, province-nord.nc, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Et puis pour l'autre adresse, ça concerne les subventions dans le secteur des activités socio-éducatives, donc DSASE-sub-ASE province-nord.nc. Voilà, donc même si elle s'est plantée, on s'est affiché un peu de votre écran. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Donc, quant à nous, on continue avec un autre sujet important concernant la campagne d'inscription à l'internat et à la cantine du côté de l'internat provincial de Koné. Comme on l'a dit hier, c'est bientôt les vacances, mais on se prépare pour l'année prochaine. C'est ça, Elise. Donc, à l'attention des parents d'élèves qui fréquenteront le collège de Koné, la LP, la SEE de Bopop, les inscriptions et les réinscriptions des élèves boursiers et non boursiers d'ailleurs feront l'objet d'un dossier à retirer impérativement auprès du secrétariat de l'internat de Koné. Il vous sera aussi demandé de fournir certains documents, donc une quittance d'électricité ou d'eau et une attestation de bourse. Et la période pour vous inscrire va du 12 novembre au 12 décembre. Voilà, et pour finir, on s'intéresse aux différentes activités. Donc, il y aura du côté du musée de la Nouvelle-Calédonie les jours prochains. C'est ça, Elise. On va direction Nouméa au musée de la Nouvelle-Calédonie. Il sera proposé l'opération mercredi Amusez-vous, donc le jeu de mots. Il y aura un atelier confection d'arcs et de flèches pour les enfants à partir de 7 ans. Donc voilà, elle aura lieu, je vous le disais, le mercredi 19 novembre de 13h à 16h. Mais par contre, c'est sur inscription. Donc il faudra appeler soit le 27 06 47 ou soit le 75 78 01 si vous souhaitez vous inscrire. Donc les animateurs pour cet atelier sont Augustin Watchang et Marie-Jeanne Namba. Et puis le jeudi 20 novembre, le lendemain, il y aura aussi un atelier confection de sonailles en noix de sika et puis de peignes en noix de coco. C'est aussi sur inscription et c'est limité à 15 places. Donc voilà, toujours les mêmes numéros de téléphone que je vous rappelle, donc le 27 06 47 et le
75 78 01. Voilà Lise, un peu ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. D'accord, merci Davina. Et puis n'hésitez pas à aller assister à ces ateliers. On apprend tous les jours. Merci Davina. Un peu de bégayage aujourd'hui. Hein. Je t'attends demain pour un nouvel agenda. Et puis j'espère que ça va mieux se passer. Il faut boire de l'eau avant de venir. Hein. Merci. À demain tout le monde avec moins de bégayage, je l'espère. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, aujourd'hui c'est le travail artisanal qui est à l'honneur. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Oui Élise, le travail artisanal et puis on va dire le bien manger parce que les deux sont souvent liés. Alors, pour commencer, on peut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, tout est robotisé, presque tout est mécanisé. Oui. Et puis on va dire que presque tout aussi, tout ce qu'on consomme, tous les produits qu'on consomme sont produits à la chaîne. C'est vrai. Mais bien sûr, nous, dans notre rubrique, dans notre émission, là, dans d'autres émissions comme la nôtre, on se rend compte qu'il y a certains savoir-faire qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mécanisation. Par exemple, je pense par exemple à la confection, la fabrication du pain, la production du pain. Un artisan boulanger, par exemple, il apporte quelque chose de particulier, un toucher particulier. Donc, je pense notamment à la manipulation des ingrédients. Le fait que ça soit fait manuellement, le produit qui en ressort, c'est un pain assez goûteux, c'est un pain qui est complètement différent de celui qu'on peut trouver dans les supermarchés, Elise. Et puis, voilà, il paraît que tout ce qui est fait traditionnellement, je dis ça comme ça, mais tout ce qui est produit artisanalement, traditionnellement, on va dire ça comme ça, c'est meilleur pour la santé aussi. Voilà, manger bio comme on dit. En plus, le goût du pain cuit au four à bois est très 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 différent de celui fabriqué à la chaîne, on va dire dans une grande surface. Et puis au moins quand tu achètes un produit artisanal, je veux dire, la plupart du temps on sait qui l'a produit et souvent il n'y a pas d'intermédiaire entre justement le producteur et nous les consommateurs. C'est vrai Lise, tu fais bien de le souligner parce qu'une chose importante à dire aujourd'hui, c'est que voilà, on utilise des notions comme ça, là, producteur, consommateur, chômeur. Mais on oublie de dire que, avant tout, toutes ces appellations-là, elles désignent des humains, quoi. Alors on perd un peu tout le côté humain avec cette mécanisation, cette robotisation, Lise. Et puis avec les artisans du pays, les artisans en général, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on garde ce côté humain, cette relation, cet échange, comme tu disais, cette proximité entre le consommateur. Et on reconnaît au goût à qui a fabriqué ce pain. Par exemple, la japonaise qui a ouvert, quand on mange son pain, on sait que c'est elle qui l'a fabriqué. Par exemple, à Marais, le pain de Hakel à Pénélo, on sait qui l'a fabriqué. Donc du coup, on reconnaît au goût justement le pain fabriqué. C'est vrai qu'il y a une signature un peu des artisans qui ressort sur le goût et puis aussi sur la forme, sur l'esthétique. Et puis les artisans aussi, il faut dire qu'ils produisent des produits qui sont adaptés aux consommateurs. Ce n'est pas des produits standards, tout ça, standardisés, c'est la même forme pour 100 000 ou 600 000 consommateurs. Tout ça, c'est vraiment des produits particuliers qui sont façonnés eux-mêmes, à main nue, qui sont destinés à certains consommateurs que nous sommes, par exemple nous ici au pays. Et puis c'est un peu, je voulais faire un petit peu la comparaison à notre petite chaîne de télé, NCTV, ou notre émission, par exemple la quotidienne, même si on doit beaucoup s'améliorer encore, mais on essaie un petit peu de faire comme les artisans, essayer de produire quelque chose, produire des reportages qui répondent aux besoins du pays, partager des informations qui sont spécifiques un peu aux besoins des gens du pays. Du coup, on essaie de partager des informations qui sont saines, on va dire ça comme ça. Et de valoriser surtout le savoir-faire, on va dire, des gens du pays. C'est vrai, Lise. Alors aujourd'hui, justement, pour revenir au pain, on parle beaucoup de manger, on va dire, sain, manger bio. Et puis là, tu faisais référence au pain. C'est vrai, Lise. Alors, je faisais cette petite référence-là parce que, dans le reportage qui va suivre, notre collègue Kenji Onyari, il a suivi un artisan boulanger là, du côté de la Coulée, dans la commune du Mont-d'Or. Cet artisan, il s'appelle Bertrand Bruyère. Et puis Bertrand Bruyère, il produit du pain dit biologique. Et ce pain-là, il est cuit de façon naturelle dans un feu à bois, dans un feu
dans un four traditionnel. Voilà, pas besoin de levure, quoi. Ben, pas besoin de levure chimique surtout, ouais, levure chimique, surtout. Pas de conservateur chimique. Voilà, d'où l'appellation pain biologique, Elisa. Alors, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage donc signé Kenji Onyari. Je suis artisan boulanger, je fais du pain à la farine biologique. Voilà. Et cuit au feu de bois, au sel de Guérande et au levain naturel. J'aime mieux la nature que la ville, quoi, ça c'est clair. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est venu habiter à la Coulée, parce qu'on peut avoir un peu plus d'espace, on est quand même plus tranquille dans la nature qu'à Rignac. Voilà. Donc ici, voilà notre formule. Et voilà le four dans lequel je cuire le pain tout à l'heure. Donc là, il y en a quand même pour 6 heures à partir du moment où je vais commencer à pétrir la pâte. Il faut compter encore 6 heures une fois que la pâte est pétrie pour que le four soit chaud et que le pain rentre à l'intérieur. Ici vous avez toutes les farines qui attendent, prêtes à être pétries. J'ai déjà tout préparé pour que tout se passe au mieux aujourd'hui. Donc là j'ai contrôlé la température, l'humidité de l'air, tout ça, parce que tout rentre en compte pour que le pain soit au mieux. Ici on a le levain qui est prêt et les farines qui sont prêtes. Voilà. On a 6 heures de fermentation, on a petit 3/4 d'heure de cuisson, et ce qui fait qu'avec ces 6 heures de levée, le pain il a le temps de prendre vraiment ses arômes et tout ça, et quand on va le manger, il y a vraiment eu un travail des levures dans la pâte qui s'est fait, et on a un goût après, on a une conservation du pain qui est meilleure, quoi, pour moi c'est important de mettre la qualité, quoi. Voilà, je pèse mon levain pour le prochain pétrin. Je me mets toujours en avance. C'est pas au dernier moment que je vais le faire, sinon après je prends du retard. Et vu que je cours après la fermentation du pain, il faut toujours que j'ai un temps d'avance, mais c'est lui qui me rattrape quand même. Voilà, on y est. Là j'arrive au bout du pétrin et je vais sortir les derniers bouts de pâte. Voilà. Ici. Et je vais mettre en route le deuxième pétrin. Ok, on y va. Donc là je vais verser l'eau. En fonction de la quantité de farine, je mets plus ou moins d'eau froide. Moins il y a de farine, plus la pâte chauffe vite, donc plus il faut d'eau froide. Et plus la masse est importante, moins ça chauffe, donc moins il y a d'eau froide. L'eau froide c'est pour réguler. Avec l'eau froide je régule un peu la température de la pâte. Voilà, ça y est, on refait un deuxième pétrin. Je mets le levain, au lieu de le mettre à la fin, là je peux le mettre au début parce que j'ai pas beaucoup de pâte. J'ai pas beaucoup de farine, donc ça va aller, quoi. Donc je mets le levain, je mets la farine. J'ai déjà pesé le sel, il est déjà dans la farine, là. Donc levain, sel, farine. Et là on y va. Donc là ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment du pain. Le pain, il est ensemencé qu'avec du levain naturel. C'est-à-dire que le levain naturel, on n'a pas de levure boulanger dedans. On a juste les levures contenues naturellement dans la farine. On a simplement multiplié. On a fait du pain avec du jus de raisin, c'est un exemple. Les levures consomment le sucre contenu dans le jus et finissent par faire fermenter. Et là, c'est ce qui se passe. On a une fermentation naturelle. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu abandonné parce que c'est beaucoup plus long. Le temps de fermentation est plus long au levain, mais pour moi, je préfère parce que je trouve que le goût est meilleur, la conservation du pain est meilleure. Et pour la santé, à mon avis, c'est meilleur aussi. Donc voilà, je conserve la tradition. Alors, on revérifie, on va être bon là. En théorie, on va être bon. 24,3, c'est encore un peu juste. Là, on doit être aux alentours de 25. Je vais essayer de la mettre encore un tout petit peu en dessous. Il ne faut pas que ça fermente trop, ni pas assez, mais ça, c'est toujours en fonction de la température de l'air. Si dans l'air, si tout à l'heure, on monte à 28, 29, 30 degrés, il faut que je sois à 24,5. Mais si on est à 25, 26, là, je dois être à 25, mais bon, ça, je ne le sais pas. Donc, je dois plus ou moins anticiper. Et je pense qu'aujourd'hui, on va quand même avoir un peu chaud.
Le four va quand même chauffer la pièce, donc ça devrait aller. Bon allez, je vais la sortir là. Là on doit être bon. Là, c'est juste pour que ça se décolle plus facilement. Hein. Voilà. Donc maintenant, je gère les deux en même temps. J'ai le pétrin à m'occuper et le four. Le four est démarré, donc je dois surveiller le four pour que le bois démarre, brûle, et ensuite, il faut que je rentre le bois dans le four. Mais en même temps, je m'occupe du pétrin. Donc là, vraiment, je suis au four et au moulin, comme on dit. En gros, le four doit être à 240, mais bon, il va être, à mon avis, quand je vais enfourner, il sera à 260, il sera un peu plus chaud. J'ai besoin qu'il soit très chaud parce qu'après, comme j'en ai encore à cuire, une fois que j'ai retiré les premiers, j'ai besoin d'une température qui soit vraiment élevée. Il faut bien le pétrir, qu'il soit bien mélangé. Que les raisins, les amandes, tout ça, que tout le monde en ait autant dans chaque pain. Voilà, là j'arrive au bout. Ça va être bon. Voilà. C'est fini. Toujours un peu de farine pour pas que ça colle trop au fond. Et voilà. Maintenant, on vient reposer pendant 3 heures. Voilà, maintenant, j'ai posé ma pâte sur la table. Hein. Je la répartis un petit peu parce que sinon, il y a trop d'épaisseur. Donc, je suis obligé de l'étaler. Voilà, je l'étale bien. Et là, je vais pouvoir couper mes pâtons et les peser. Donc là, j'en ai environ 32 là. 8, je sais combien là. Non, j'en ai 28, je crois. Donc là, il me faut 603 grammes de pâte environ. Hein. On n'est pas, voilà, j'ai 604, c'est bon. Et là, c'est parti. Et là, je façonne. J'ai fait 28 pains dans la pâte et maintenant je lui donne la forme définitive. Et il va passer sur l'étoile de couche au repos pendant 4 heures. Il ne faut pas traîner parce qu'il y en a un paquet à faire. Hein. Et pendant ce temps-là, le bois brûle dans le four tranquille. Voilà, là je mets un peu de farine. Je mets de la farine là parce que quand le pain va lever, il se peut qu'il se touche. Et s'il se touche, il se colle. Donc ça évite que le pain se colle. Voilà, maintenant le feu est terminé. Donc je dois enfourner, mais avant je dois nettoyer le four. Donc maintenant, la braise a reposé devant le four et maintenant je vide, je sors la braise pour pouvoir nettoyer le four et enfourner. Il faut bien qu'il n'y ait plus de cendres, plus de braise, sinon quand je vais mettre le pain, il serait plein de cendres en dessous, il y aurait des braises qui s'incrusteraient dans la pâte. Ça serait peut-être pas trop comestible. Donc on peut en avoir un peu de la cendre, hein, c'est pas mauvais pour la santé à la limite, mais bon. Là on nettoie bien, comme ça on aura un pain qui va être posé sur la sole. Le but, c'est qu'il cuise bien avec la chaleur, et là, il va bien cuire après. Avec le sol qui n'est pas droit, là. Ça, voilà. Donc ici, prêt, allez go. Voilà les pains enlevés. Si je ne le fendais pas, il ne s'ouvrirait pas. S'il ne s'ouvre pas, il ne va pas lever aussi bien, et il va rester rond. Il ne va pas s'ouvrir. Donc il faut vraiment faire ça pour que le pain puisse s'ouvrir et bien lever. Je fais du pain biologique, avec la farine biologique, hein, disons, depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà. Et avant, j'avais un service de gamelle végétarien où je faisais déjà du pain, bon, je le faisais à la main, mais je faisais déjà le pain biologique. Voilà. Donc ça remonte à une quinzaine d'années au moins. Moi, l'important, c'est de ne pas abîmer la planète. On n'en a qu'une de planète. Et si on met un tas de produits chimiques dans la terre et tout ça, on le voit bien avec les abeilles en ce moment qui meurent à cause des produits chimiques. Donc ce qu'il faut, c'est que nous, on se protège nous-mêmes sans mettre de produits chimiques dans la terre et dans l'air. Ça me paraît tellement évident que quand on est chez soi, on ne va pas se polluer la maison. Quand on est dehors, si on pollue la terre, on va se polluer nous-mêmes. Donc on évite de polluer la terre, on évite de se polluer. Et puis en faisant comme ça, on protège la terre. Donc pour moi, c'est une évidence.
Voilà les premiers pains, ils ne sont pas jolis mes pains. On dit bio maintenant, mais c'est vrai qu'avant la guerre, tout était bio. Il n'y avait pas de produits chimiques. De la guerre est venu les produits chimiques parce qu'il a fallu produire beaucoup. Donc on a essayé de faire en sorte que la terre produise au maximum. C'est ce qu'on a fait. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on avait détruit beaucoup de choses. On a détruit un équilibre naturel qu'on est en train d'essayer de remettre maintenant, mais qui existait avant. Donc le bio, quelque part, c'est maintenant, mais ça a toujours existé avant. Voilà, tous les pains sont là. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, une partie, parce que là, c'est la première cuisson qui est sortie. On est à environ 90-95 pains, je ne sais pas exactement. Et dans le four, il y en a encore 60 là, qui vont cuire. Et après, ben voilà, on va pouvoir les emballer, les livrer. J'espère que les gens seront contents du pain que je leur ai préparé. Ben, le but, c'est ça, hein, c'est que ce soit bon et que tout le monde soit content. Et voilà. Voilà, donc en voyant le reportage et surtout donc une remarque générale, c'est la mode de nos jours, hein, le pain sans gluten, manger bio, manger des produits bio, manger le plus traditionnellement possible, pas de produits trop transformés industriellement. Mais moi je pense qu'on retourne surtout en arrière. C'est vrai qu'on retourne, on retourne en arrière. Carrément, d'ailleurs, Bertrand il le dit lui-même dans le reportage, il dit que en fait la culture un peu... Cette tendance-là, manger bio et tout, même à l'agriculture bio, tout ça, c'est des choses qui se faisaient naturellement dans le temps. Finalement, nos vieux étaient plus intelligents, on mangeait plus sain C'est vrai, qu'aujourd'hui. finalement, lui dit qu'il parle d'équilibre naturel. C'est un retour à un équilibre naturel qu'on aurait perdu. Nous, dans notre petit pays, on a encore la chance d'avoir dans nos tribus, dans nos montagnes, tout ça, dans nos vallées. Les champs. On a les champs, on a, je pense par exemple aux feuilles de, tu sais, les épinards kanak, là, les doux, les choux kanak, il y a plein, les tomates sauvages qui poussent. Tomates cerises, là. Oui, voilà. Hier, je regardais un petit reportage là, sur une chaîne métropolitaine. On voyait une sorte de guide touristique qui proposait un parcours aux touristes. Et sur ce parcours-là, en fait, il fallait aller cueillir des orties, cueillir des feuilles. Choses qui font plus peut-être. Voilà, ils ne font plus ça naturellement. Et puis nous, on le fait encore naturellement. Du coup, il faut ici au pays qu'on prenne conscience de cette richesse-là. On prenne conscience du fait que voilà, dans les grands pays, tout ça, même ici dans des grandes villes comme Nouméa et puis toutes les grandes villes du Sud, là, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui sont là, on est assez nombreux, la modernité, elle est là, la mécanisation, la robotisation et tout. Du coup, il faut qu'on prenne conscience qu'on a de la chance encore d'avoir, là, ici, au seuil de nos portes, là, ces feuilles-là, ces médicaments, tout ça, cette façon naturelle là, de vivre le bio. Quoi, et ça nous ramène aussi à utiliser des engrais, on va dire, naturels et pas mettre des pesticides à bout de champ. C'est vrai. Puis, justement, en parlant de pesticides, en parlant de produits chimiques, tout à l'heure, on avait cité le pain, tout ça, on a vu que Bertrand produit du pain biologique. Du coup, en ce moment, voilà, tu disais que la grande tendance, la grande mode, c'était le manger sans gluten. Oui. Alors, le gluten, pourquoi? Juste pour donner une petite précision, une petite info, le gluten, c'est une protéine qu'on trouve naturellement dans certaines céréales comme le blé. Et puis voilà, cette protéine-là, lorsqu'on la consomme... à force de la consommer, en fait, elle a des effets néfastes sur notre intestin grêle. En fait, ça provoque des inflammations de l'intestin grêle. Donc voilà, beaucoup de complications. Voilà. D'où voilà, la richesse qu'on a. Nous, nos vieux, ils n'avaient pas tout ça, tous ces effets néfastes. Quoi, et ils étaient en bonne santé. C'est vrai. Voilà. Du coup, voilà, dans notre reportage, dans notre petite chronique aujourd'hui, on a joint un peu la richesse de l'artisanat local et puis le bien manger. D'être naturellement biologique. Voilà, et préserver notre manière de manger, notre manière de planter les champs pour pouvoir bien manger. Merci Duc. Merci Elise, merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, nous te retrouvons pour une nouvelle semaine et on commence donc en parlant santé. Bonjour Elise et bonjour à tout le monde. Alors, je vous retrouve avec plaisir, moi aussi. Alors, pour être plus précise, nous allons parler de cardiologie, mais en particulier des moyens qui sont mis en place dans certaines communes du Nord pour qu'il y ait toujours un cardiologue de disponible pour que les populations puissent consulter.
quand ils le veulent, quand ils en ont besoin. Des moyens, c'est bien ça, hein, c'est important de pouvoir consulter dès que l'on a besoin. Et puis surtout, ça évite justement de faire des kilomètres pour descendre jusqu'à Nouméa, par exemple. C'est sûr que pour venir à Nouméa, pour une consultation, ça fait un peu loin. Donc, c'est pour ça qu'à Koné, il y a 2 cardiologues qui se sont organisés. Ils ont ouvert un cabinet, donc ils sont associés en fait dans ce cabinet. Et puis, ils se relaient tout simplement, tantôt l'un, tantôt l'autre, pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur place. Et surtout qu'ici en Nouvelle-Calédonie, de nombreux Calédoniens sont concernés par justement ces maladies cardiovasculaires. Oui, malheureusement, ce sont des maladies très courantes en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il n'y a pas qu'ici, puisque en France, eh bien, ce sont ces maladies aussi, les maladies cardiovasculaires, qui constituent la première cause de mortalité en France. Et puis, le médecin donc spécialiste, c'est le cardiologue pour ces maladies-là. Et puis, une petite question pour toi et pour vous aussi derrière la télé. Combien de fois notre cœur bat-il par jour? Est-ce que tu connais la réponse? J'ai un petit peu oublié les cours de biologie, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu? Oui, je vais vous rappeler ça tout de suite. Alors, il faut savoir qu'un cœur moyen, eh bien, il bat environ 100 000 fois par jour et il pompe environ 7 200 litres de sang. Ouais, en tout cas, c'est impressionnant, hein. Ça pèse combien un cœur? Alors, comme tu dis, c'est impressionnant. Un cœur, en fait, c'est une pompe musculaire. Et puis, il peut peser environ 200 et 425 grammes. Et puis, pour la taille du cœur, eh bien, à peu près la taille du poing. Alors, à quoi ça sert, justement, un cœur? Eh bien, c'est tout simplement un système circulatoire. Et puis, il se compose donc du cœur et puis du système cardiovasculaire. Alors, le cœur, qu'est-ce qu'il fait au juste? Eh bien, il pompe le sang vers les organes, les tissus et puis les cellules de l'organisme pour leur apporter l'oxygène et puis les éléments nutritifs. Et puis, il retire aussi le dioxyde de carbone et les déchets qui sont produits par ces cellules. Donc, il y a tout un réseau complexe d'artères, d'artérioles, de capillaires qui permet donc de transporter le sang riche en oxygène du cœur vers le reste de l'organisme. Et le sang pauvre en oxygène, eh bien, lui, retourne au cœur à travers les veines. Voilà un peu le trajet du sang dans le corps. Voilà, merci pour ce petit rappel, ce petit cours de biologie. Donc, il faut que notre cœur soit costaud pour bien travailler. Oui, parce qu'il a du travail, donc il faut qu'il soit costaud. Et en fait, on le traite c'est un peu comme une voiture. Quand il y a des problèmes, eh bien, on le fait réparer. On va l'emmener chez le mécanicien. Et le mécanicien du cœur, eh bien, c'est le cardiologue. Quelques petits exemples de panne, entre guillemets. Alors, ça peut être l'insuffisance cardiaque, ça peut être l'hypertension artérielle aussi, l'infarctus du myocarde, voilà quelques exemples. Mais pour en savoir plus, NCTV est allé rendre une petite visite du côté de Koné dans le cabinet du cardiologue. Et c'est un reportage d'André Ravel que je vous propose de suivre ensemble. Là, vous revenez pour le contrôle, hein, c'est Mireille qui vous a envoyé. Oui. Depuis le dernier contrôle l'année dernière, pas trop d'essoufflement. Non, on a monté l'escalier, ça allait. C'était bon. Pas de palpitations. Non. Bon, très bien. Donc, le fonctionnement ici, au cabinet de cardiologie de Koné, à 2 cardiologues. Donc, le docteur Nguyen Forton-Guillaume, mon associé, avec qui on a fait une grande partie de notre formation à Paris ensemble, et moi-même, docteur Tarpignan. Et donc, afin d'assurer la continuité permanente des soins pour la population du Nord, et en particulier de la zone VKP, il y a toujours l'un de nous qui est présent au cabinet. On a actuellement tendance à faire des alternances de périodes de 4 à 6 semaines chacun. Auparavant, donc, il y avait un cardiologue sur Koné qui a été installé ici quelques années, et les patients donc, allaient chez lui. Beaucoup de patients continuaient à descendre également sur Nouméa, et les patients de la côte Est avaient tendance, eux, à aller sur Bourail, où un cardiologue est installé également. Et sinon, tu as toujours la aldactone, furosémide, oraciline. Hein? Oui. Ok. Eh bien, on y va. Le profil des patients ici en Océanie, et en particulier en Calédonie, est un profil de patients à haut risque, car on a une prévalence de l'hypertension, du diabète, du tabagisme et de l'obésité
qui est malheureusement encore très très forte en Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement chez la population océanienne, mais également dans la population européenne. L'activité du cabinet est en forte augmentation et actuellement on reçoit plus de 60 à 70 patients par semaine avec le développement de la zone VKP et l'augmentation de la population. Donc on va faire l'électrocardiogramme. Alors je bien les bras, je vais juste soulever un tout petit peu là. La première intervention, quand ils avaient dilaté la valve, c'était en 2009, ça. 2009. Ouais. C'est bien, ça tient bien. Les pathologies que l'on traite le plus fréquemment au cabinet restent l'hypertension artérielle et la coronaropathie, l'atteinte des artères coronaires, des artères qui irriguent le cœur. Donc tous les patients qui ont fait soit d'angine de poitrine, soit plus sérieusement un infarctus du myocarde. Alors à tout moment, il faut se soucier de ses artères et de son cœur. La maladie athéromateuse, donc la maladie qui encrasse les artères, évolue dès l'adolescence et au fil des âges dans la vie. Et c'est en fait le cumul des facteurs de risque qui doit inciter d'autant plus à consulter tôt. On parle d'une consultation pour l'homme à partir de 30 ans dès qu'il y a un facteur de risque, que ce soit le tabagisme, le cholestérol, l'hypertension ou le diabète. La femme a la chance d'être protégée par ses hormones jusqu'à la ménopause. Donc on conseille, si elle n'a jamais fait de bilan à une femme qui a des facteurs de risque, de consulter à partir de la quarantaine de toute façon. Très bien. C'est une belle artère ça. Donc là on voit son artère carotide primitive, donc l'artère qui irrigue le cerveau. Je vais vous la mettre, la coloriser, vous verrez mieux. Là, je mesure l'épaisseur de la paroi artérielle. Voilà, là vous avez bien le flux, ce qu'on appelle l'artère carotide commune, qui va se diviser en deux artères, l'interne et l'externe. Une grande majorité des patients sont adressés au cabinet par les dispensaires de la côte est, de la côte ouest en province nord, et par les médecins généralistes libéraux. Un certain nombre viennent bien entendu directement en rendez-vous par eux-mêmes. Mais la majorité viennent par les dispensaires et les médecins généralistes. Voilà, donc à surveiller un autre petit cœur. Hein. Oui, et dès le plus jeune âge, puisqu'il y a une maladie très courante aussi ici, le RAA, c'est le rhumatisme articulaire aigu, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, bon, c'est toujours bien de rappeler. Alors c'est une maladie qui touche majoritairement les enfants et les adolescents, mais qui peut parfois aussi arriver vers 35 ans. On peut avoir des poussées vers cet âge-là. Alors cette maladie, elle touche en particulier les articulations, les genoux, les coudes, les poignets, les chevilles et le cœur aussi. Et cela, ça vient d'un petit mal qui peut passer inaperçu, c'est un mal de gorge qu'on ne traite pas et puis voilà, ça se transforme après en RA. Alors il faut aussi surveiller bien entendu son alimentation, comme on le dit assez souvent, donc manger équilibré et puis avoir une activité physique pour éviter le surpoids. Et puis, évidemment, on ne le répète jamais assez. Le message, toujours consulter votre médecin traitant dès qu'il y a un problème. Dès que plus c'est détecté tôt, en fait, plus on a de chances d'être soigné, d'être guéri. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as des infos pratiques à nous donner, surtout pour la population du Nord concernant les horaires du cabinet? Oui, alors si vous êtes dans le Nord, vous pouvez aller sur Coné. Alors, c'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h. Et il faut savoir que c'est sur rendez-vous, donc pensez à appeler. Il y a un numéro, évidemment, le 47 33 99 ou encore le 77 49 01. Voilà. Donc, et puis, pardon, Élise, excuse-moi. Si les personnes dans le Nord ne peuvent pas se rendre sur Coné, ou s'il n'y a plus de place, par exemple, il y a aussi le cardiologue le plus près, celui de Bourail. D'accord. Voilà, merci pour toutes ces informations. On te retrouve jeudi pour une nouvelle... Avec plaisir, Élise. À bientôt.
Allez, on retrouve donc notre ami Bernard Suprin pour notre rubrique Côté Plantes. Bonjour Bernard Suprin, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la rubrique Côté Plantes. Et moi donc, bonjour Élise, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du faux poivrier. Donc voilà, comme d'habitude, une petite présentation de cette plante. Alors d'abord, c'est un petit arbre assez touffu qui nous vient d'Amérique du Sud et qui a été introduit au siècle dernier à une date inconnue. Et à l'heure actuelle, il se plaît tellement bien qu'il pousse, il est envahissant à peu près partout. C'est devenu une plante envahissante. À basse altitude, en arrière-mangrove, dans ce qu'on appelle les brousses, au sens le plus péjoratif du terme. Et comme il avait une certaine réputation de coupe-feu, puisque le feu ne se propage pas dans les faux poivriers, il a été conseillé sur l'île de Maré, parce que l'île de Maré était régulièrement sujette à de grands incendies qui dévoraient tout le plateau central. Et depuis que le faux poivrier a été planté sur l'île de Maré, il a colonisé tout le plateau et c'est absolument impénétrable. Donc c'est un peu contradictoire parce que cette plante, elle freine le feu et puis elle est interdite puisqu'elle est envahissante. Donc pourquoi vous avez tenu à en parler aujourd'hui? Alors je tiens à en parler parce que c'est la plante de tous les paradoxes. À savoir que d'une part, il est tellement envahissant que le gouvernement a pondu une délibération pour l'interdire. C'est la délibération 2007-48-99 GNC du 23 octobre 2007. Et il est donc officiellement interdit de détention, de transport et d'utilisation. Et en même temps, il y a des micro-entreprises qui récoltent les baies roses, ce sont les fruits du faux poivrier. J'ai apporté des échantillons, comme d'habitude, avec moi. Qu'on peut consommer d'ailleurs. Et qu'on consomme comme condiment. Et donc là, il y a ce qu'on appelle en jargon, c'est une plante à conflit d'intérêts. Alors il y a d'autres plantes célèbres à conflit d'intérêts, comme le pinus et le faux mimosa. Donc les deux que je viens de citer ne sont pas classées comme envahissantes, mais justement si elles n'ont pas été inscrites dans la liste, c'est parce que elles sont utiles pour certaines, pour l'économie, pour la filière bois et pour l'élevage. Mais en même temps, elles sont très envahissantes, donc pour les paysages et pour l'écologue, elles sont néfastes. Alors revenons au faux poivrier. Alors par où commencer? Oui, alors si je veux parler du faux poivrier aujourd'hui, c'est parce que les petits fruits que vous voyez là, ce sont des baies roses, ce sont ces fruits qui commencent à fructifier au mois de mai et qui se terminent vers le mois d'août. La fructification dure environ 3 mois. Et c'est très joli d'ailleurs, c'est d'un rouge vif. Et les baies roses, c'est une invention de la nouvelle cuisine qui date du début des années 70 avec Paul Bocuse et Goemio, qui ont lancé ça. C'est purement artificiel. Pour une nouvelle cuisine, c'est-à-dire? La nouvelle cuisine, c'est un mouvement culinaire qui a été lancé. Alors, pour faire simple, la nouvelle cuisine bannit toutes les viandes en sauce épaisse avec des liants lourds comme de la farine, etc. Ce sont des produits frais, légers et qui tranchent complètement sur la cuisine traditionnelle française. C'est quoi le rapport avec le faux poivrier? Alors justement, bonne question. Ces cuisiniers célèbres ont fait des essais, ont repéré ces petites baies rouges corail et ont vu que sur la viande ou sur les crevettes, les fruits de mer, ça donnait visuellement un atout supplémentaire. Ça, quelque chose qui est bien présenté aiguise les papilles.
Et donc, ils se sont renseignés pour savoir si c'était toxique ou non. Et ensuite, on lançait le produit. Donc, alors, vous pouvez mâcher une graine. C'est pas du tout appétissant. Ça a une odeur, une saveur de térébenthine. Térébenthine, c'est quoi pour nos téléspectateurs? La térébenthine, c'est des terpènes. C'est une essence. C'est une essence qu'on utilise normalement comme diluant pour la peinture. D'accord. Donc, vous voyez, la térébenthine, c'est la saveur qu'on trouve aussi dans les mangues vertes. Ok. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Oui, tout à fait. Et les baies roses sont utilisées largement sur les viandes grillées, uniquement pour l'aspect visuel. Quand on dit le faux poivre ou les baies roses ou le poivre rose, donc en aucun cas pour le goût. C'est un condiment artificiel qui a été lancé de toutes pièces il y a relativement peu de temps par rapport au poivre, par rapport à la cannelle et tous les autres condiments habituels. Alors ça c'est concernant les baies, les feuilles... Alors j'ai pas fini avec les baies. D'accord. Alors moi à l'époque quand j'avais lancé la rubrique nature en 1988, j'avais écrit un sujet là-dessus dans les nouvelles sur le faux poivrier. Et j'ai dit que c'était les baies roses. Localement, personne ne me croyait. Et quelqu'un a fait faire des analyses à Montpellier pour voir si vraiment c'était toxique ou pas. Il s'est rendu compte que utiliser comme ça, c'est pas toxique. Et de là, il a essayé d'en faire ramasser localement. Mais à l'époque, les prétentions de la main-d'œuvre étaient trop importantes et ça a fait chou blanc. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, le faux poivrier est surtout exploité à La Réunion, à Madagascar et un petit peu ici. Alors la filière ici commence à naître. Hein. On en ramasse à l'île des Pins, puis un peu ailleurs aussi. Ça procure quelques emplois, mais c'est marrant parce que en même temps, quand on pense qu'il y a une délibération extrêmement rigoureuse, sévère, et puis d'un autre côté que ça procure des emplois, ça fait un peu désordre. Contradictoire, comme je le disais tout à l'heure. Et je viens d'apprendre que la commune de Moindou organise la fête des baies roses tous les ans. D'accord. Mais la première année, cette fois-ci, c'est le 24 mai. Et bon, on va dire que finalement, même si elle est interdite, cette plante, on peut quand même l'utiliser, même si, je veux dire, oui, va pas nous arrêter pour, officiellement, on est en contradiction avec la loi, mais en réalité, c'est... En tout cas, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de parler de ça, un peu de cette contradiction entre il y a le pays légal et le pays réel. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Vous avez d'autres choses à rajouter au niveau du faux poivrier, peut-être? Alors les feuilles sont utilisées en cuisine vietnamienne. Et puis les rameaux du faux poivrier sont largement utilisés pour les cuissons sur les pierres chaudes, hein, pour faire cuire des cochons de lait ou même des bougnats. Et on en fait des matelas carrément. Et la vapeur qui passe à travers les feuilles entraîne cette espèce de parfum et qui vient se diluer dans la viande et apporter une saveur supplémentaire. D'accord. Bon, ben voilà pour le côté nutritionnel. Merci Bernard Suprin, à moins que vous n'avez pas terminé encore. Non, j'allais oublier de dire que c'est une plante mellifère de première grandeur. D'accord. Les abeilles se jettent dessus, sur les fleurs. Pourtant, les fleurs sont insignifiantes, mais c'est très butiné par les abeilles et ça donne un miel d'excellente qualité. C'est un miel doux et très renommé. Donc les abeilles adorent quand même se poser sur le faux poivrier. Oui. Bon ben voilà, finalement, vous n'avez dit qu'il n'y avait pas de vertu, mais finalement il y a quand même une vertu pour les miels. Oui, quand même, oui. Pour les miels. Voilà, Bernard Suprin, merci d'être venu nous parler en fait du faux poivrier. Merci Élise et au revoir à tous. Au revoir.
Bonjour Marie-Hélène, donc l'école normale de l'enseignement privé, plus connue sous le nom de l'ENEP, assure la formation des futurs instituteurs, institutrices, donc amenés à travailler dans l'enseignement privé. Alors parle-nous un peu de leur dispositif de formation. Oui, avec plaisir Élise. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, toujours. C'est bien. Toujours dans la joie de la bonne humeur, toujours pour apprendre. Toujours, c'est bien Élise. Apporter de nouvelles informations. Exactement, c'est un bon état d'esprit. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, on va parler effectivement de l'ENEP, puisque ils forment quand même des instituteurs et des institutrices pour l'ADEC, la direction diocésaine donc, de l'école catholique, mais également pour l'ASE, qui est donc l'alliance scolaire de l'Église évangélique, et puis pour la FELP, la fédération donc, de l'enseignement libre protestant. Alors, est-ce que ces futurs instituteurs ou institutrices vont être amenés justement à enseigner dans les écoles de la mission en province Nord et en province des îles? Oui, Élise. D'ailleurs, les stagiaires, ils le savent lorsqu'ils entrent justement à l'école normale donc de l'enseignement privé, qu'ils devront faire en tout cas au minimum 2 ans, donc en province Nord ou en province des îles, et puis également en province Sud, mais du côté donc de Yaté, de l'île des Pins, de la Foix ou encore de Bourail. Alors, depuis combien de temps l'ENEP forme justement ces futurs instituteurs? Tu sais que ça fait un petit moment en fait, Élise, on ne le sait pas trop, mais quand même l'ENEP forme donc des futurs instituteurs, institutrices depuis 1969. Donc tu te rends compte? Ça fait un bon bout de temps, c'est pas tout jeune ça. C'est clair, ça fait quand même 45 ans. D'accord, donc ça fait un sacré nombre d'instituteurs formés par, on va dire, l'institution depuis. Ouais, je ne te le fais pas dire, Élise, ça doit être impressionnant. Et puis en plus, on va dire, l'ENEP, en plus de l'ENEP, il y a d'autres formations justement pour les jeunes qui souhaitent devenir des enseignants primaires. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux nous rappeler lesquels? Oui, il y a d'autres centres de formation, Élise, je veux bien le préciser. D'ailleurs, ils sont publics, ces deux centres de formation-là. Il s'agit donc de l'IFM, l'Institut de formation des maîtres, qui forme donc des instituteurs qui, depuis 1953 quand même, les instituteurs, institutrices qui sortent de cet institut vont occuper des postes de fonctionnaires de catégorie B. Ensuite, le deuxième centre de formation publique, c'est donc l'Institut universitaire de formation des maîtres. On le sait, qui se trouve du côté de l'UNC, de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc eux, ils forment en fait des professeurs des écoles depuis 2002. Donc ces fonctionnaires, ces jeunes qui sortiront donc de l'IUFM, en fait, ils seront donc des fonctionnaires de catégorie A. C'est pour ça qu'on les appelle des professeurs des écoles, parce qu'ils sont recrutés à un niveau, on va dire, au-dessus. Alors, bon, tu l'as dit, justement, le statut en parlant de catégorie A, catégorie B, ça signifie exactement ce que tu viens de dire, c'est ça? En fait, le statut diffère, Élise. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que catégorie A, ça correspond donc à un niveau d'études Bac plus 3. Voilà, la catégorie B, en fait, elle correspond à un niveau d'études Bac plus 2. Et puis la catégorie C, en fait, elle correspond à un niveau 3e ou un niveau CAP BEP. Alors, comme il y a eu justement transfert de compétences de l'enseignement, est-ce que cela, ça va changer quelque chose pour l'enseignement privé? En fait, déjà, ce transfert, si tu veux, du premier degré de l'enseignement privé, il est assez récent, il date de moins de 2 ans, puisqu'il a été effectué en janvier 2012. Et comme il forme des instituteurs et des institutrices depuis un bon moment, l'ENEP, si tu veux, les choses vont se poursuivre. Simplement, la différence va se retrouver au niveau du financement. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des financements et des subventions, il risque d'y avoir effectivement du changement. Pas beaucoup. Alors, cette année, justement, combien de stagiaires sont actuellement formés par l'école normale de l'enseignement privé, l'ENEP? Alors, cette année, il y a quand même 48 stagiaires, Élise. Donc, c'est bien, toute promotion confondue. Il y en a donc 3. À savoir que l'an dernier, ils étaient 38. D'accord. Alors, combien de temps reste-t-il en formation avant de décrocher leur diplôme? La formation, elle dure 3 ans, Élise. Voilà. À l'issue de ces 3 années de formation, ils vont décrocher donc un diplôme qu'on appelle le diplôme professionnel d'instituteur, le fameux DPI, qui est un diplôme d'État. Donc, voilà, comme on disait tout à l'heure, ils vont sortir de là avec donc un statut de fonctionnaire de catégorie B, voilà, parce qu'ils auront donc un diplôme, voilà, qui sera en fonction avec le niveau d'études qu'ils ont, quoi. Alors, j'imagine que les instituteurs stagiaires, comme le nom l'indique, ont des stages durant cette formation de 3 ans.
Oui, bien sûr, ils ont donc énormément de stages, qu'on le sait, hein, d'être sur le terrain, ça forme énormément. Donc en première année, par exemple, ils ont 3 stages accompagnés, voilà, pour découvrir un peu les différents cycles qui existent en école, à l'école primaire. Ensuite, en deuxième année, ils ont 2 stages accompagnés et puis un stage en autonomie de 4 semaines quand même, d'1 mois, ce qui est intéressant pour faire ses armes. Et en troisième année, ils ont donc 3 stages en autonomie. Alors d'ailleurs, Duke Menango, tu sais qu'il est allé donc du côté de Canala, il nous invite à une immersion en stage. Donc on va regarder de suite son reportage. Voilà, ça se passait à l'école Sainte-Thérèse à Canala. Donc je suis une formation au sein de l'ENEP. L'ENEP, c'est un institut, un institut de formation, l'école normale des enseignements privés. C'est une formation qui dure 3 ans et qui permet d'avoir le DI, donc ce qu'on appelle le diplôme d'instituteur, en plus d'une licence d'enseignement. Donc je suis en 2e année, c'est mon premier stage en autonomie, donc c'est 1 mois avec les élèves sous ma responsabilité. Contrairement au stage d'avant où j'avais qu'1 semaine quand on arrive dans un nouvel établissement. Donc c'est une prise de repère tant pour moi que pour les enfants. Je dois rapidement m'adapter. Je dois mettre en place un cadre qui me permette de travailler dans de bonnes conditions, mais surtout qui permette à mes élèves d'être en condition pour favoriser leur apprentissage. Et puis un cadre où il y a une certaine une relation de confiance, surtout c'est important. En amont du stage, nous avons des objectifs fixés par nos formateurs. J'ai mis en place des ateliers, justement pour atteindre mes objectifs, que je suis en train d'amender pour pouvoir finaliser notre projet au plus tard demain. Qui fait Adjapo? Adjapo, Kazenier, il faut qu'il y ait quelqu'un pour voler là. Dans le cadre de mon stage, on m'a confié une classe de CM2 avec un effectif de 22 élèves qui nous viennent d'un peu partout. De Ouémé, Gélima, Boaken, Pouiné, avec une moyenne d'âge de 10-11 ans, voire 12-13 ans. Et donc ce matin, on a procédé par une pédagogie par atelier. On avait 4 ateliers différents. Donc on avait un atelier langage oral, un atelier en Engoné où il devait reconstituer une histoire et jouer les différents personnages en langue. Intéressé par le bel instrument, voilà la fille d'Adjapo. Il se mit aussitôt à pleurer. Passant par là, Wadjango la vie s'adresse à lui. Bozo inuti Wadjan boat timan nini. Kazeniri a Siseti o Gwekone. Gwekone. Nelu. Pourquoi avoir choisi de traiter une légende en Engoné en particulier? C'était pour leur permettre de manipuler une autre langue que la leur. Et aussi, j'ai trouvé que la morale de l'histoire était intéressante à traiter puisque voilà, on parlait de solidarité, d'entraide par rapport à Wanimots qui vient aider son ami là. On traite aussi du mensonge, donc des conséquences du mensonge avec la malédiction des autres personnages qui ont menti en fait au personnage principal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui sont traitées à travers ce texte-là et je tenais à leur faire partager ça. Sur la carte où se trouve la commune de Canala, sur la carte, quand tu regardes la carte là-bas. Quoi, elle est au centre? Non, mais elle se trouve où? Elle se trouve sur le pays, quel pays? La France, elle se trouve en Australie, elle se trouve où, Canala? Alors, tu as les réponses? J'ai là. Tu n'as pas... Montrez-moi vos articles là, les autres là. Sans les fautes d'orthographe, hein? Maintenant, c'est la première fois que j'ai une maîtresse stagiaire.
Ça se passe bien, les gens sont avec nous. On a fait des choses que d'habitude on ne fait pas, puis on a appris beaucoup de choses avec elle. Comme les ateliers. J'ai aimé l'atelier chant, puis la conjugaison avec l'orthographe. C'est Fariki, mais oui, oui, Manda Yesu, Famuru. On avait fait notre petit album là dans le cadre du projet pastoral. Donc, le projet pastoral, en fait, c'est une journée qui est dédiée à Sainte-Thérèse. Et c'est aussi l'anniversaire de l'école, donc on avait fait un petit album qui a bien marché d'ailleurs. Et là, j'avais souhaité remettre en place cet atelier, mais en leur laissant une liberté de composition. Avec l'argent qu'on a gagné pendant la journée pastorale, on peut acheter du matériel pour la classe, des stylos, des règles, des crayons et des gommes. Et on va garder aussi des pièces pour nous pour faire un goûter pour le départ de notre maîtresse. Mon stage touche presque à sa fin. Là, j'en suis à ma dernière semaine. Et pour revenir sur les difficultés que j'ai pu rencontrer sur l'ensemble de mes stages depuis le début de ma formation, en fait, c'est essentiellement la prise de repère en fait, quand on arrive dans un nouvel établissement. Et nous là c'est deuxième G, il faut que je corrige encore. Ça fait près d'un mois qu'on vit toutes les deux là dans le petit studio. Un petit studio qui a été mis à notre disposition par l'établissement. La grosse difficulté c'est de gérer l'éloignement par rapport à nos familles. Et le fait d'être entouré la journée de nos enfants, d'être dans nos classes avec l'équipe et en soirée, à partir de 16h, 16h30, on se retrouve que toutes les deux dans notre studio, un peu isolés des habitations et tout. Donc c'est vrai qu'on se sent peut-être pas seul, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre à Nouméa, on est, comment dire ça ? C'est pas évident d'avoir été en contact avec des élèves, avec des enfants pendant un mois et de repartir comme ça. Ça a été une expérience riche. Je pense que pour les enfants aussi, ça a été très, très riche. Donc c'était un apprentissage, on va dire, à double sens. Hein. J'ai beaucoup appris d'eux. Et c'est vrai que là, le fait de partir, là, ça fait quelque chose. Comparé au stage précédent où on n'avait qu'une semaine en autonomie, le lien qu'on a pu tisser avec nos élèves n'était pas aussi fort que celui que j'ai tissé là avec mes élèves de Canala. Alors, on m'a demandé à celle qui a un volume vocal. Emilia! Notre petit goûter, on l'a financé grâce au fonds qu'on a récolté avec la vente de notre album. Et oui, voilà, donc voilà, ça nous a ramené à peu près. Enfin, on en a vendu une quarantaine de CD. Donc ça a bien marché. Donc là, il ne nous manque plus que le matériel pédagogique à acheter. Là, on a préparé notre petit goûter et puis on va en profiter tous ensemble, tant que Francisca est avec nous. Wow.
Alors, lorsque l'on voit justement ces futurs instituteurs dans leur travail quotidien, on apprend, on va dire, beaucoup de choses. On a conscience de leurs responsabilités, justement. Ça représente, on va dire, beaucoup. D'ailleurs, on va dire, à l'époque, être enseignant, c'est aussi être engagé. Moi, je me rappelle, mon père me racontait aussi que quand il était enseignant, justement, à l'île de Marie, il était tout jeune, mais il fallait être engagé, quoi. Il fallait vouloir enseigner, vouloir apporter quelque chose aux enfants. C'était, comme je le dis une troisième fois, c'est un engagement. Oui, c'est une vocation, un métier aussi qu'on peut dire un métier passion, parce qu'il faut aimer être au contact avec les élèves, vouloir leur transmettre, c'est ça, du savoir, voilà, une façon d'être. Donc c'est vrai que voilà, on le fait en général quand on a la fibre. Voilà, c'est ça. Alors justement, comme on est dans le cadre de l'enseignement privé, à quel niveau se situent les différences ? Alors, juste avant, Élise, je voulais quand même rappeler que la formation de l'ENEP, elle est exactement en fait identique à celle donc, qui est dispensée à l'Institut de formation des maîtres. Puisque l'école normale de l'enseignement privé dépend en fait pédagogiquement de la DANC, la fameuse direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était un point sur lequel Françoise Fawa, qui est donc formatrice au sein de l'ENEP, voilà, tenait à préciser. Bon, certaines personnes le savent certainement déjà. Ensuite, tu me parlais des particularités. Voilà, les particularités. Alors, il y en a, Élise, tu t'en doutes bien. Toi qui as fait tes classes dans l'enseignement privé. Ah oui, j'en ai vu dans la FELP, toute ma scolarité. Voilà. Donc tu sais qu'il y a des choses qui diffèrent. Donc notamment, on va parler de tout ce qui tourne autour de la religion. Ah oui. Il y a l'éveil biblique. Exactement. Donc enseigné, donc il y a des cours justement sur la culture religieuse pour favoriser l'éveil de la foi, pour aussi transmettre les valeurs spirituelles et religieuses aux futurs instituteurs, institutrices. Aussi, c'est l'occasion pour eux de vivre aussi les moments forts de la religion catholique au quotidien. Donc c'est important. C'est très cadré. C'est vrai, c'est très cadré. C'est très cadré. À l'époque où c'était, on va dire, pas interdit de triquer les élèves, c'est clair que quand on faisait des bêtises, à l'époque, au niveau de la... moi, j'étais à la FELP, il fallait rester tranquille. Donc, en classe de cours, sinon, c'était dehors, un coup de trick à genoux pendant toute l'heure. Donc, c'était très cadré. Strict. C'était très strict, voilà. Mais ça marchait parce qu'une fois, après avoir reçu les coups, on ne recommençait plus. Voilà, on avait compris la leçon. Voilà. Ensuite, au niveau des autres particularités, Élise, on retrouve bien évidemment des choses au niveau des travaux dirigés, comme par exemple l'enseignement en langue et culture kanak. L'idée, c'est effectivement d'apprendre en fait à ces futurs instituteurs, institutrices de proposer un accueil en langue kanak pour les enfants en petite section de maternelle. Voilà, je trouve que c'est très intéressant aussi. Donc, l'enseignement tourne autour des chants, des activités et puis bien évidemment aussi des apprentissages qui vont être donc enseignés en langue auprès des plus jeunes. Ensuite, on retrouve également la notion du tutorat, qui est très importante. Si on a un jeune dans une des promos qui est en difficulté, il aura un de ses collègues stagiaires qui va lui prêter main forte, qui va l'aider. En tout cas, c'est une très bonne organisation. Alors, en juin dernier, Séraphine Ouachali a été nommée directrice justement de l'ENEP. Elle parlait d'un virage éducatif. Où on en est aujourd'hui ? Figure-toi que l'ENEP, justement, l'autre de ses objectifs, c'est évidemment de concrétiser en fait les orientations de la direction diocésaine, donc de la directrice diocésaine qui est donc Karine Cazot. Donc, pour résumer un peu en deux termes ces orientations, il s'agit du vivre ensemble et puis de la notion de citoyenneté. Donc voilà, à travers bien évidemment tout ça, à travers les enseignements, pardon. Alors concrètement, comment cela est-il possible ? Alors si tu veux, bien évidemment, ils vont privilégier une formation qui va construire en fait la personne, qui va lui permettre aussi de prendre conscience de sa responsabilité en tant qu'enseignant. Alors conséquence, c'est que l'humain, il est mis au centre du dispositif. Tu as dû remarquer que l'aspect humain est très très fort. C'est clair. Donc ensuite les actions elles sont les suivantes. Il y a un accompagnement personnalisé, il y a également donc beaucoup de solidarité entre les stagiaires, un regard positif aussi sur le jeune, ce qui est très important pour la construction personnelle. Et puis on valorise la personne, donc ça c'est pas plus mal aussi. Ça aide aussi à sa construction. L'éducation aussi, des valeurs sociales, on prend en compte l'autre. On l'écoute, on est
attentif à ses attentes, à ses besoins. Donc les valeurs humaines et culturelles sont bien évidemment enseignées. Merci Élise. Ensuite, voilà, Françoise Fawad, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'effectivement, il ne fallait pas avoir peur de la différence, puisque pour elle, la différence, c'est quelque chose de beau et de constructif. Voilà. C'est très beau. Alors justement, pendant la formation, les instituteurs stagiaires participent à pas mal d'ateliers. Oui, Élise. Alors, ils ont des ateliers culturels et d'échanges, donc pour favoriser le débat, les prises de position, voilà, sur l'éducation, sur la philosophie, sur des sujets philosophiques. Il y a également l'atelier pastoral, très important, tu t'en doutes bien. L'atelier art aussi, entre promotions, ça favorise aussi les rencontres, les échanges aussi. Et puis, il y a des journées de réflexion, des journées dédiées aussi au débat philosophique. Tu vois, il y a plein de choses. Alors, tout cela va permettre justement de former des éducateurs, des enseignants responsables. Ouais. On va dire que l'attitude du formateur doit être aussi exemplaire. Oui, c'est certain, Élise. C'est très important aussi. C'est ce que disait d'ailleurs Françoise Fawad, qui est donc formatrice. Voilà, il faut aussi qu'ils donnent l'exemple. Donc, ils sont présents lors des journées de réflexion, ils sont présents lors des débats aussi philosophiques. Et puis, ils participent aussi aux journées récréatives qui sont donc organisées chaque année. Alors, pour les jeunes justement qui nous regardent, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il faut faire pour être recruté à l'ENEP? Alors, il y a deux possibilités, Élise. Soit on est titulaire du bac et puis on décide de se présenter au fameux concours dit concours externe, qui est justement le même pour ceux qui veulent intégrer l'Institut de formation des maîtres. Donc, le jeune qui est titulaire du bac, il va préparer ce concours-là. Ou l'autre solution, c'est d'être instituteur remplaçant. D'accord. Donc après avoir passé, si tu veux, une batterie de tests, voilà, en pré-recrutement, cette personne-là, elle est déjà en poste et ensuite elle peut décider de se présenter au concours et puis d'intégrer, on va dire, la première année de promo de l'ENEP. Alors, pour un premier renseignement, est-ce que tu peux nous donner justement des numéros de téléphone à nos chers téléspectateurs? Oui, bien sûr, Élise. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez contacter donc l'ENEP, l'école normale de l'enseignement privé, au numéro suivant, le 27 63 95. Et puis, vous pouvez également vous rendre sur les sites internet, soit donc de la DEC, dec.nc, ou sinon taper directement le site internet, l'adresse du site internet de l'ENEP, enep.dec.nc. Voilà, Élise. Voilà, donc on continue un tout petit peu dans la rubrique Job Éducation. On avait parlé d'une prépa littéraire donc du lycée La Perouse. Les inscriptions doivent se faire bientôt, doivent bientôt être terminées, pardon. Oui, c'est ça, Élise, exactement. D'ailleurs, les dossiers sont à rendre justement avant le 21 novembre, donc c'est bientôt. Voilà. La capacité d'accueil, elle est de 20 places. On rappelle quand même que les terminales qui sont boursiers ou non boursiers, peuvent s'adresser donc au secrétariat de leur établissement respectif ou bien se rendre sur le site du vice-rectorat pour télécharger, tu sais, le dossier à rendre, quoi. Alors, pour rappel, est-ce qu'il faut avoir un bac spécifique pour tenter sa chance? Alors, priorité d'abord aux titulaires d'un bac littéraire, le fameux bac L. Mais pour ceux qui ont un bac S, un bac scientifique ou un bac ES, un bac économique et social, ils peuvent aussi tenter leur chance, mais il faut quand même qu'ils aient de bons résultats, si tu veux, et ce depuis la première, en français, en philosophie, Élise, en histoire géo. Et bien sûr, en langue. Tu t'en doutes bien qu'on en a besoin en prépa littéraire. Alors, est-ce que s'inscrire dans une classe prépa coûte cher? Pas du tout, Élise. Puisque comme c'est un enseignement, en fait, c'est une bonne nouvelle. Puisque comme c'est un enseignement qui est donc dispensé dans un lycée, dans un établissement public, l'année, elle coûte que 20 000 francs. Voilà, il s'agit que pour les parents de payer les frais d'inscription. Et puis, l'enfant, il suit sa scolarité pendant 2 ans. Voilà. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Un petit numéro peut-être aussi, Élise, c'est vrai, j'allais oublier. Oui, merci. Alors, pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 28 33 60, voilà, pour plus de renseignements. Exactement. Merci Marie-Hélène. Merci à toi, Élise. Au revoir. Voilà, c'est avec cette chronique que se finit cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous.